Allez viens, on parle viro. Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode du podcast de la Société française de virologie section jeune. Viens, on parle viro. Je suis Adrien Thiesson, chercheur postdoctoral à l'Institut Pasteur. Je travaille sur les virus transmis par les moustiques. Et aujourd'hui, je suis accompagné pour ce podcast de Lionel. Bonjour Lionel. Salut Adrien, alors moi je suis Lionel Bigot, donc je suis actuellement en 4e année de doctorat à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail, et je travaille sur des coronavirus entériques porcins. Et aujourd'hui, donc nous avons le plaisir de recevoir Léa Gaucheran, chercheuse postdoctorale à Strasbourg, qui va nous faire le plaisir de se présenter. C'est ça, merci beaucoup pour l'invitation. Donc, je m'appelle Léa Gaucheran. Donc, je suis postdoc au CNRS à Strasbourg, où je travaille sur, donc je vais vous en parler, le rôle de Dicer dans la réponse antivirale des chauves-souris. Super. Est-ce que, avant de commencer à nous parler de ton projet de postdoc, tu peux nous faire un petit point rapide sur ton parcours et comment tu es arrivé à Strasbourg? Bien sûr, alors rapide, je sais pas, parce que j'ai un parcours un peu chaotique. Donc, à la base, en fait, j'ai fait une école d'ingénieur à Lyon. Et parce que j'étais pas du tout branchée virologie, ni biologie, ni même recherche. À l'époque, je pensais que la recherche, c'était pour les nerds. Et, Super. et bref, non, Bienvenue. j'avais eu, c'est ça. En fait, je me suis rendu compte que j'étais une nerd aussi, donc voilà. Bref, donc j'ai fait une école d'ingé et en fait, ça me plaisait pas trop. Et en dernière année, j'ai eu l'opportunité de faire un peu une spécialisation un peu en biologie, mais ça devait être enfin, pour valider cette année, je devais faire un stage de recherche. Et en fait, c'est là que j'ai vraiment découvert la recherche et ça m'a vraiment passionnée. Donc, c'était en plus aux États-Unis et donc en fait, je me suis retrouvée un peu aux États-Unis avec un diplôme d'ingénieur qui m'intéressait pas et ma seule expérience était un peu en biologie. Donc en fait, j'ai travaillé comme assistante de recherche pendant 3 ans à Seattle. Et donc, je me suis fait un peu d'expérience, j'ai appris un peu sur le tas. Et grâce à ça, du coup, j'ai pu commencer une thèse donc à Boston, à Tufts University. Donc, j'étais dans le laboratoire de Martha Gallia, où j'ai travaillé sur le virus de la grippe A, et notamment, j'ai caractérisé le mécanisme moléculaire d'une des protéines qui n'est pas très, très connue du virus de la grippe A, qui s'appelle PAX, qui est une endoribonucléase, donc qui coupe l'ARN de la cellule. Voilà. Et après, du coup, mon mari, du coup, américain, voulait aller vivre en France. Et donc, je lui ai dit, bon, bah, ok, allez, on part. et, et j'ai trouvé, du coup, un postdoc à Strasbourg. Donc, c'est comme ça que je me suis retrouvée à Strasbourg. Et donc, j'y suis depuis 2023 au CNRS, donc dans l'équipe de Sébastien Pfeffer et Erika Gérard. Ah bah, c'est le meilleur endroit où tu pouvais arriver, hein. Je suis un peu chauvin, Strasbourg c'est un peu ma ville, donc c'est C'est parfait. vrai, Ouais, j'aime beaucoup. c'est là-bas que j'ai fait mes études, donc enfin une bonne partie de mes études en tout cas. Après, j'ai grandi à Nancy, donc c'était aussi pour me rapprocher de la Lorraine. Mais voilà. Ok, donc là, maintenant qu'on a vu un peu ton parcours, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton sujet de prédilection, en l'occurrence le rôle de la protéine Dicer? Oui, alors du coup, Dicer, c'est une protéine assez intéressante parce qu'elle a beaucoup, beaucoup de rôles assez importants dans la cellule, ce qui rend intéressant mais aussi compliqué à étudier. Donc son rôle le plus connu, c'est dans la maturation des micro-ARN, qui sont donc des petits ARN qui régulent l'expression des gènes. Mais chez les plantes et les invertébrés, Dicer a aussi un rôle en fait, dans la réponse antivirale à travers un pathway qui s'appelle l'interférence par l'ARN ou le RNAi. Et donc Dicer arrive à reconnaître en fait l'ARN double brin viral et à le couper en petits morceaux qu'on appelle des siRNA. Donc par exemple quand on fait un knockdown dans un laboratoire, on utilise les siRNA, c'est par Dicer que ça marche. Enfin pas du tout par Dicer. En fait on skip la partie Dicer et on utilise ça donc qui est loadé dans Argonaut et qui après fait le knockdown.
Et bref. Mais donc, c'est un mécanisme vraiment important chez les plantes et les invertébrés. Mais chez les mammifères, on a quand même cette voie du RNAi, mais en tout cas chez les humains et les souris, on a montré que en fait, c'était pas très important par rapport à la voie interféron, qui est vraiment la voie antivirale par excellence. Voilà, sauf que il y a un an, il y a 2 études qui sont sorties et qui ont en fait montré que chez les chauves-souris, il y avait une réponse RNAi en fait plus importante et que ça pourrait du coup aider les chauves-souris à mieux répondre contre le virus d'une façon en fait moins inflammatoire qui leur permettrait d'avoir moins de symptômes. Donc pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, les chauves-souris, c'est un modèle hyper intéressant au niveau immunologique parce qu'elles ont évolué du coup pour être vraiment on appelle ça la tolérance face au virus. Donc elles peuvent être infectées par beaucoup de virus qui nous rendraient très malades et en fait elles n'ont pas de symptômes apparents à part certains virus bien spécifiques. Et donc voilà, et donc il y a toute une branche de l'immunité qui étudie en fait de plus en plus les chauves-souris pour essayer de comprendre comment elles sont tolérantes. Et donc du coup, moi ce qui m'intéresse, c'est de savoir si Dicer arrive à jouer un rôle en fait dans cette tolérance. Aussi parce qu'on a montré que dans les cellules humaines, Dicer en fait a aussi un rôle en plus du RNAi de modulation de la réponse immunitaire. Donc à travers le pathway interféron, on ne comprend pas encore bien le mécanisme. Et donc du coup, ça permet aussi de regarder si Dicer joue un rôle sur la tolérance en modulant la réponse des chauves-souris au niveau de l'interféron. Ok, Donc, super. voilà, en gros. Après, je peux Et rentrer du dans les détails, vous avez peut-être des questions. justement, ça allait être ma question qui allait suivre. Du coup, toi, concrètement, qu'est-ce que tu fais et comment tu essayes de répondre à cette question du rôle de Dicer chez les chauves-souris? Oui, alors du coup, nous, en fait, ce qu'on a fait, donc quand je dis nous, en fait, j'ai un étudiant en thèse, Hugo Marie, qui a fait beaucoup d'expériences aussi. Donc voilà, je voulais juste citer son nom parce qu'il est trop bien comme étudiant en thèse. Du coup, en fait, une autre partie qui est un peu complexe aussi, que je n'en ai pas parlé, c'est qu'il n'y a pas un seul modèle de chauve-souris, mais il y a plus de 1400 espèces de chauves-souris et qui ont chacune évolué assez rapidement au niveau de l'immunité innée. Bon, nous, on a de la chance qu'au niveau de Dicer, c'est quand même assez conservé, mais on voit quand même des différences entre les espèces. Donc en fait, nous, ce qu'on a fait, c'est que on avait des chauves-souris, des cellules de chauve-souris d'une autre espèce, donc une espèce qui s'appelle Myotis myotis, qu'on a obtenue grâce à des collaborateurs en Allemagne à travers Lucie Etienne au CIRI à Lyon. Et donc en fait, on a regardé en faisant par exemple des knockdowns de Dicer, quel était le rôle, si Dicer avait un rôle proviral effectivement ou antiviral contre nos virus de référence. Alors le virus qu'on utilise, c'est Synbis virus, c'est un alpha-virus, donc ARN simple brun positif. C'est pas forcément hyper adapté aux chauves-souris dans le sens où peuvent être infectées, mais c'est pas non plus un des gros virus où tout le monde a peur que les chauves-souris nous le transmettent. Mais c'est un bon modèle pour étudier le RNAi pour diverses raisons. Et donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est que du coup, on a ces cellules de Myotis où on a fait un knockdown de Dicer et on a vu que, en fait, contrairement à ce qui avait été publié, nous, on voit un rôle proviral de Dicer. Alors que si on fait la même expérience, mais avec les cellules qui ont été publiées où on voit plus de RNAi, effectivement, Dicer a un rôle antiviral dans ces cellules-là. Donc, ce qui veut dire que évidemment, c'est toujours aussi plus complexe que ce qu'on le pense. Et en fonction des espèces, on a des choses différentes. Et en fait, en creusant un peu plus, on s'est rendu compte que ce côté proviral de Dicer, donc dans les cellules Myotis myotis, il venait en fait, il était corrélé à une relocalisation de Dicer dans des usines virales.
Donc par immunofluorescence, on voit effectivement la colocalisation avec le double brin et avec par fiche, on voit l'ARN du virus. Et qu'on n'a pas du coup dans les lignées où Dicer est antiviral. Et donc en fait, ce qu'on étudie maintenant, c'est un peu le mécanisme de comment ça se passe. Donc pour étudier le mécanisme, vous me dites si je m'arrête, je continue sinon. Non, bien sûr, vas-y, continue, on t'écoute. Donc pour étudier le mécanisme, ce qu'on a fait, c'est qu'on a immunoprécipité Dicer du coup dans ces cellules de chauve-souris Myotis myotis. Et en fait, on a vu un enrichissement des protéines en mass spec qui faisaient partie des granules de stress. Et donc, c'était assez intéressant comme résultat parce que du coup, ça veut dire que ça pourrait être un mécanisme d'une part de la relocalisation en fait des granules de stress aux usines virales parce que c'est connu en fait que les aspavirus prennent G3BP1 dans leurs usines virales pour dissoudre les granules de stress. Donc peut-être qu'en faisant ça, ils embarquent aussi Dicer. Et en plus, ça veut dire que Dicer joue peut-être aussi un rôle dans la réponse au stress des chauves-souris, même en dehors de l'infection virale. Et donc ça, c'est le projet de thèse de mon étudiant. Et en fait, il regarde vraiment face à des stress, donc comme l'infection au virus, mais aussi des stress oxydatifs, etc. Comment ça se passe et quel est le rôle de Dicer. Et on a l'impression qu'effectivement, Dicer joue un rôle dans cette réponse au stress qui est intéressante pour les chauves-souris parce qu'elles ont beaucoup de stress dû au fait qu'elles volent et au niveau métabolique. Ça. Voilà. Et donc... Pardon. Pardon, excuse-moi Lionel, vas-y, t'embête pas. Moi, je voulais rebondir sur le... Alors évidemment, moi, je suis sur les coronas, qui est quand même un modèle qu'on retrouve quand même assez fréquemment chez les chauves-souris, donc tout ça, ça me parle. Et en plus, les coronas font également des vésicules à double membrane avec des usines virales, etc. Donc c'est pas tout à fait des granules de stress, mais ça s'en rapproche. Tu as retrouvé toutes les protéines, quand tu as tiré Dicer, tu as retrouvé des protéines qui étaient liées aux granules de stress, mais est-ce que tu as retrouvé des protéines virales lors d'infection par ton alphavirus? Alors, pas plus que ça. On a vraiment trouvé surtout des protéines, des granules de stress. Après, il faut dire que l'IP en elle-même n'était pas hyper magnifique et je pense en partie dû au fait que la banque en fait de protéines qu'on a des chauves-souris, on ne peut pas utiliser celle des humains. Et du coup, je ne sais pas à quel point elle est très bonne. Il y a beaucoup de duplications, etc. Donc, je ne sais pas si ça peut jouer un rôle. Mais non, effectivement, c'était une des choses qui m'intéressait beaucoup, vu qu'il y a cette régulation, cette modulation de Dicer qui module la voie interférence. C'était une des choses qui m'intéressait beaucoup. Après, j'ai retrouvé quelques ISG, alors pas dans les Myotis myotis, mais dans les Pipistrellus sculi, qu'on a fait aussi en parallèle. Et je vois des protéines, par exemple PKR, qu'on voit aussi chez l'humain. Donc, il y a plus à creuser, mais c'est vrai que je n'ai pas encore eu le temps de bien creuser cette partie. Ok. Moi j'avais une autre question aussi qui était plus au niveau un petit peu des cellules que tu utilises et des modèles cellulaires que tu as. Est-ce que à quel point ces modèles on les connaît et on sait à quel type de cellules ils correspondent? Dicer, c'est très variable en fonction des types cellulaires. Et est-ce qu'on a un peu une idée de ce que ces cellules elles représentent? Est-ce qu'on sait même les cellules qui sont infectées chez la souris, ce genre de choses? Oui, alors c'est vrai que c'est un point, c'est un peu le mauvais point de travailler sur les chauves-souris, c'est qu'on n'a pas non plus énormément encore d'outils, bien que c'est de mieux en mieux. Donc un gros problème, c'est d'avoir accès à ces lignées et même pas que effectivement une lignée cellulaire par espèce, mais plusieurs types de cellules. Donc clairement, là, les cellules, et donc j'ai pas dit, mais les cellules Myotis myotis qu'on utilise, c'est des cellules épithéliales du nez, donc c'est pas forcément la référence pour Synvis. Mais après, on fait avec ce qu'on a, et c'est un modèle et tout. Mais du coup, c'est vrai que quelque chose qui m'intéresserait beaucoup, c'est effectivement voir l'effet de Dicer dans différents types cellulaires, et aussi s'il y a des isoformes différents.
Parce que du coup, il y a certains isoformes qui, chez les humains, par exemple, qui ont plus ou moins d'activité RNAi. Donc, effectivement, ça pourrait être pareil chez les chauves-souris. Ok, super. Donc ça, c'est pour ce que tu fais sur le rôle de Dicer actuellement. Et du coup, est-ce que tu as un petit peu une idée de la suite, vers quoi ça va t'amener après? Oui, bah du coup, j'aimerais bien continuer un peu là-dedans. Donc, on a toute cette partie que je mentionnais sur le stress, qu'on aimerait bien creuser un peu. Et après aussi, ce que je disais un peu en intro, toute le crosstalk entre le pathway RNAi et l'interféron. Effectivement, s'il y a des interactions, s'il y a une espèce de modulation, effectivement, si on knockdown Dicer, est-ce qu'on voit plus d'immunité qui arrive ou pas? Donc c'est plus ça qui m'intéresse. Ouais. Et après, essayer de effectivement utiliser plus d'espèces différentes, voir où en fait évolue ce dicer, quand est-ce qu'il joue un rôle du stress ou pas, et dans quelle espèce ça a un rôle et dans quelle lignée cellulaire, effectivement, pas tout ce qu'on a Tout un programme en perspective. dit. Et du coup, alors moi j'avais une question un peu ballot, mais alors, peut-être que j'ai un biais parce que mon modèle d'étude c'est les coronas, mais avec l'avènement du Covid en 2020, pourquoi avoir choisi un alphavirus plutôt qu'un corona pour faire ce type d'études? C'était quand même très à la mode, C'est ça vrai, l'est c'est toujours, vrai. hein. Alors, pour plusieurs raisons, donc comme je l'avais dit tout à l'heure, en fait, on est parti sur Simbis parce que c'est un bon modèle pour étudier le RNAi, parce que c'est un virus qui fait beaucoup de double brin ARN, en tout cas on peut le détecter très facilement, et c'est un des seuls, enfin des seuls, il y a beaucoup de virus qui en fait codent pour des protéines qui bloquent le RNAi, alors que le Simbis n'en a pas, ou alors ça bloque pas beaucoup, donc c'est un virus qui est souvent étudié, qui est souvent utilisé pour étudier le RNAi. Après, moi, ce qui m'intéresserait surtout, c'est d'essayer avec des virus spécifiques de chauve-souris pour voir si on voit vraiment la même chose ou des choses complètement différentes. Euh, et potentiellement différencier des virus où les chauves-souris ont des symptômes versus des virus où les chauves-souris n'ont pas de symptômes. Après, c'est vrai que le coronavirus est assez intéressant. En général, c'est plus les rhinolophus qui sont infectés par les coronas, donc on n'a pas forcément le bon modèle pour étudier les coronas. Et après, il y a pas mal d'études où ils regardent effectivement SARS-CoV-2, mais ils sont obligés en fait d'exprimer le récepteur humain sur la chauve-souris. Donc je trouve que du coup, c'est un peu biaisé, c'est pas forcément un bon modèle pour ça. Donc voilà. Donc pour le moment, on s'est surtout basé sur Simbis, mais effectivement, on aimerait bien ouvrir à plus de virus à l'avenir. Ouais, un choix qui semble relativement raisonné, hein. C'est toujours le problème, hein, de Faut pas tout choisir faire. le bon modèle. Exactement, c'est vrai. Ouais. Obligé de toujours choisir un virus. Mais bon, ça laisse plein d'opportunités aussi pour la suite de ton projet, c'est cool. Ouais. On va terminer ici cette petite partie scientifique. Enfin, cette petite partie, c'est une bonne partie scientifique finalement, parce qu'on a parlé de plein de choses, c'était hyper intéressant. Et on voulait aussi te laisser un peu la parole pour nous parler d'un sujet qui te tenait à cœur, qui était un petit peu en dehors de ton activité scientifique. Je te laisse le présenter et nous en parler un peu plus. Oui, alors j'ai choisi de parler d'une association qui s'appelle Femmes et Sciences. Alors moi personnellement, j'en fais pas partie, mais j'avais participé à des événements qui s'avaient organisés, et donc je voulais promouvoir un peu cette association que je trouvais assez chouette. Donc c'est une association, si je prends sur leur site internet, qui regroupe plus de 500 membres, qui font partie d'associations, d'universités, de grandes écoles, et qui veulent en fait promouvoir et valoriser les carrières scientifiques et techniques auprès des jeunes filles et des jeunes femmes. Et donc, ils ont pas mal d'événements, et donc l'événement auquel j'avais participé, en fait, c'était une journée qui s'appelait Science, un métier de femme. Et donc, bah, moi, c'était à Strasbourg, mais du coup, je me suis rendu compte qu'ils font ça un peu partout en France. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez essayer de regarder sur leur site internet pour voir si vous voulez y participer. Et donc, en fait, le principe, c'était
en tant que femme scientifique, en fait, d'aller parler une journée à des jeunes lycéennes pour leur montrer en fait que la science c'est pas si compliqué que ça, c'est pas un métier uniquement réservé à l'homme. Bon après en biologie il y a quand même pas mal de femmes, mais j'étais entourée de femmes qui faisaient des maths, de la physique, de l'informatique, etc. Et donc c'était vraiment pour leur donner un modèle en fait de voilà toutes les possibilités et surtout avec les nouveaux parcours du lycée où il faut choisir en fait très tôt que certaines matières. Et malheureusement il y a pas mal de jeunes lycéennes qui du coup se ferment un peu des portes en choisissant justement ne choisissant pas des matières scientifiques. Et donc c'était aussi un peu pour voilà, désacraliser la science et leur montrer que voilà, il fallait pas se fermer des portes et que si ça les intéressait, elles étaient capables de faire ce genre de choses. Donc voilà, je trouvais l'association bien. Donc renseignez-vous si vous voulez y participer, c'est assez chouette de rencontrer ces jeunes lycéennes. Ouais, et puis on mettra sûrement le lien de l'association dans la description du podcast pour ceux que ça intéresse, pour que ce soit plus facile pour qu'ils puissent aller regarder tout ça. C'est vrai qu'il y a encore des domaines, je pense beaucoup aux physiques, aux maths, où il y a encore beaucoup d'hommes et que finalement ça reste des branches de sciences qui sont encore relativement peu investies. C'est ça. Merci Léa pour ces informations sur l'association Femmes et Sciences, que nous ne manquerons pas de diffuser et de relayer aussi largement que possible. Nous souhaiterions prendre une habitude à la fin de ce podcast, les recommandations, une section recommandations. Ici, on peut parler d'un article, d'un webinaire, de n'importe quel événement qui nous tient à cœur et qui est toujours en lien avec la viro ou qu'on a trouvé quelque chose d'intéressant. Alors pour ma part, moi je vous propose un article qui est paru dans Nature, qui parle de virus aviaire. Alors au départ, je voulais vous proposer un article qui parlait de virus d'origine aviaire qui pouvait démontrer un potentiel anti-cancéreux. Donc c'est un article qui démontrait que ce type de virus, donc les virus qui affectent les oiseaux, hein, absolument pas l'humain, qui sont quand même des virus qui sont assez éloignés de nous, mais qui peuvent infecter certaines cellules humaines, et particulièrement certaines cellules humaines cancéreuses, et pas les saines. Ce qui pose quand même pas mal de questions sur le franchissement de la barrière d'espèces, puisque des cellules humaines infectées par des virus aviaires, voilà, c'est un peu dangereux quand même, mine de rien. Mais ça pose aussi la question du One Health, dans la mesure où on s'éloigne un peu de la faune sauvage. Le fait de s'éloigner de ce genre de virus qui peuvent éventuellement être un bienfait, entre guillemets, pour nous, parce qu'ils s'attaqueraient aux cellules cancéreuses. Je trouvais ça un peu intéressant. Ça remettait en lumière l'aspect One Health de toutes nos recherches, que ce soit sur des virus d'animaux ou sur des cellules humaines, le fait de faire le lien, je trouvais ça intéressant. Ok, super, merci pour la petite reco. Moi, pour cette partie recommandation, je voulais parler d'un papier qui est sorti récemment, là, en février de cette année, qui vient du laboratoire de Gongsheng à Pékin, en Chine, et qui a un petit peu vraiment essayé de remettre en question un dogme qu'on avait dans l'arbovirologie, et notamment le cycle de circulation du virus chez le moustique. On avait tendance à imaginer que le virus rentrait via le repas de sang et donc infectait dans un premier temps l'intestin, puis diffusait dans la cavité qui sert de système circulatoire du moustique, qu'on appelle l'hémocèle, et dans l'hémolymphe, et puis finalement arrive aux glandes salivaires pour être retransmis. Et en fait, en partant d'un constat très simple, qui est que l'hémolymphe est en fait trop acide pour avoir des virus infectieux à l'intérieur, ils ont déroulé toute une démonstration pour essayer de comprendre comment le virus arrivait à passer de cet organe de l'estomac vers les glandes salivaires. C'est vraiment une très belle démonstration avec en réussissant à identifier les gènes précis, les interactions précises avec les protéines virales, et en mettant également en évidence que c'est cette interaction avec ce gène spécifique et les différents variants qu'il y a en fonction des espèces de moustiques qui régissent la capacité ou pas d'un virus à disséminer au sein d'une ou telle espèce de moustique. Donc c'est vraiment une très très belle démonstration. Moi je vous invite à
aller jeter un coup d'œil. C'est vraiment très joli et je voulais le partager ici parce que je pense que ça va faire, enfin, ça a fait déjà pas mal d'écho en tout cas dans le monde des flavivirus et ceux qui sont transmis par les moustiques. Voilà, et Léa, je te laisse la recommandation de la fin et c'était quelque chose que tu voulais partager à nos auditeurs. Oui, alors du coup, pour changer un petit peu, enfin changer un petit peu, c'est que le deuxième épisode, mais euh, je voulais en fait recommander un énorme pavé qui s'appelle The Coming Plague de Laurie Garrett. Et en fait, c'est un livre, et c'est le livre qui m'a fait vraiment tomber amoureuse de la virologie. Parce que du coup, donc, Laurie Garrett, c'est une experte en santé publique. Et donc, elle décrit en fait tout l'historique de découverte sur le terrain des grands pathogènes du XXe siècle qui ont causé des épidémies ou des pandémies, comme Ebola, le VIH, mais aussi des bactéries comme Legionella. Et du coup, bon, ça date un petit peu, mais j'ai trouvé ça vraiment hyper intéressant enfin, je sais pas, des fois, en fait, j'aime bien lire des livres comme ça pour avoir une plus grande connaissance aussi de l'historique, parce que c'est vrai qu'on lit que des papiers des genre 5-10 dernières années, si on pousse vraiment, mais d'avoir vraiment quelque chose de bien écrit comme ça qui raconte comment on a découvert tous ces virus et comment on faisait sur le terrain pour se débrouiller, identifier les virus et après c'était aussi très visionnaire pour l'époque de toutes les choses qu'elle préconisait en fait pour répondre aux pandémies et après il y a eu la Covid-19 et on n'a pas du tout suivi ses recommandations, donc c'est assez marrant de le relire. Enfin, il faudrait que je le relise après coup pour voir si elle avait raison. Voilà. Donc je recommande. Bon livre de table de chevet pour les C'est longues ça. soirées d'hiver. Exactement. Eh ben, merci. Super. Vas-y Lionel, je te laisse avoir le mot de la fin. Non, moi je voulais juste rajouter une dernière petite reco supplémentaire juste pour vous faire rigoler. Je sais qu'Adrien est fan de moustiques et aujourd'hui on a parlé de- essentiellement de chauves-souris. Et je ne sais pas si vous êtes abonné à la newsletter de Nature. Et si c'est le cas, vous l'avez peut-être vu passer. Il y a un article enfin, une brief dans la newsletter de Nature qui est sortie qui décrit l'utilisation de moustiques pour vacciner les chauves-souris. J'ai trouvé ça génial. Ils infectent les moustiques avec des souches vaccinales pour aller infecter les chauves-souris et les vacciner. Je trouvais ça Incroyable. magnifique. Ouais, l'article est assez chouette dans Science Advances. Je l'ai lu aussi. Mm. C'est très chouette. Trop chouette, ah bah, j'irai lire ça, c'est assez rigolo comme méthodologie. Merci pour la recommandation, on la prend avec plaisir. Pareil, toutes les recommandations, on mettra des petits liens dans la description du podcast pour que ça soit plus facile d'accès pour tout le monde. Eh ben, merci Léa, merci Lionel. Je pense que de Merci à nouveau, vous. on aura bien parlé de Viro. Merci aux auditeurs sur Spotify et YouTube. On espère que ce deuxième épisode, section jeune de la SFV, vous aura plu. On se dit à la prochaine et bonne soirée à tous. Bye bye. Bonne soirée. Bonne soirée. Allez viens, on parle viro.